Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Merci, bonjour à tous d'être encore une fois sur Logos FM dans Entreprise et Passion où je reçois aujourd'hui Hélène Estaria. Hélène, bonjour. Bonjour Marie-Luce. Hélène, j'avais eu le plaisir de vous accueillir déjà au sein de cette émission, mais il y a eu de longs mois qui se sont passés, il y a eu de longues aventures qui se sont déroulées. Il y a plein d'anecdotes que vous allez nous faire partager pour Fair Play. Alors, on va quand même pour nos auditeurs revenir, on va faire un flashback et vous allez un petit peu nous raconter qui vous êtes et qu'est-ce qui vous a amené à cette création d'entreprise. Oui, très bien, avec grand plaisir. Du coup, je m'appelle Hélène Estaria, j'ai 44 ans. De formation, je suis ingénieure. Mon rêve, c'était de travailler dans la cosmétique, donc je suis exactement là où je voulais être. La vie a fait que... C'est de l'humour, je précise oui, quand c'est même. De l'humour, c'est de l'humour. Tout à fait, c'est de l'humour. Et en fait, les opportunités professionnelles ont fait que j'ai travaillé dans l'industrie pendant 15 ans, notamment chez Petit Bateau, où j'ai travaillé en logistique, puis chez Michelin, plutôt en management de production, vraiment à l'usine de Troyes et puis après à l'Adoux, puisqu'on nous a expatriés à Clermont-Ferrand. Et en fait, suite à ces expériences, j'avais vraiment besoin de retrouver du sens à ma carrière. Je me sentais plus utile. Je ne sais pas si on peut dire que c'était la crise de la quarantaine. C'était un peu avant mes 40 ans. Et en fait, j'ai fait un bilan de compétences avec RH Partner pour voir un petit peu si j'étais au bon endroit. Et ce que ça a révélé, c'est la part sociale et entrepreneuriale. Alors, entrepreneuriale, ça n'a pas été une surprise. J'ai toujours eu un peu ce côté... si on peut dire leader, en tout cas, à créer des choses et organiser des événements. Mais la partie sociale, c'était quelque chose qui m'a... Je ne pensais pas que c'était si ancré en moi, en tout cas. Alors après, ma maman était institutrice spécialisée et travaillait beaucoup avec la DAS, donc ça a quand même dû pas mal teinter en fait ma personnalité. Donc une fois qu'elle m'a dit ça, je me suis dit ok, qu'est-ce que j'en fais ? Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de prendre la direction d'Activadis, qui est une entreprise adaptée, donc qui emploie des personnes en situation de handicap, donc tout type de handicap, visible ou invisible. Et ce que j'ai découvert là-bas, alors d'abord, c'était que c'était quand même chouette d'être aux manettes et de pouvoir presque tout faire, en tout cas de pouvoir exprimer mes idées. Et l'autre chose que j'ai surtout et qui a vraiment changé ma vie, c'est qu'en fait, c'était des personnes, d'abord pour qui le travail était vital. J'ai des salariés qui m'ont dit, sans ce travail, je serais mort. Donc, c'est la première fois, vraiment, je me dis, l'emploi peut vraiment changer une vie. Et ensuite, c'était des gens très, très engagés sur leur travail, très fiers, qui travaillaient en plus pour des gros groupes, avec des fortes exigences comme L'Oréal, Hermès, Hitachi ou Michelin. Et donc, je me suis dit, en fait, on peut avoir des difficultés et faire un travail vraiment de qualité. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an et demi, en plein Covid. Je vous avoue que ça a été une période à la fois difficile, mais hyper épanouissante. Je crois que c'est vraiment ça qui a fini de bâtir ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, là, j'étais en remplacement arrêt maladie, donc je savais que ça allait se finir. Et suite à cette expérience, je me suis dit, maintenant... qu'est-ce que j'en fais ? Où est-ce que je vais aller, etc. Et je me suis dit, je peux peut-être retourner vers l'entreprise classique. Et en fait, non, pas du tout. Donc, je me suis dit, là, t'as pas trop le choix. Tu vas remonter tes manches et puis tu vas créer quelque chose de plus grand que moi. C'était un peu ça mon rêve. Et du coup, donc, mon idée, c'était vraiment d'accompagner en tout cas des personnes éloignées de l'emploi, soit par des problématiques de handicap ou autre. Donc j'avais un peu ouvert tout le champ des possibles. Donc j'ai commencé à regarder un peu quels étaient les besoins à ce niveau-là. Et je voulais absolument coupler ce projet social à une cause environnementale parce que là, on parle c'était en 2021, mais aujourd'hui, c'est encore plus présent. On se rend compte qu'on ne peut plus avancer sans prendre l'environnement en considération. Donc, pour moi, c'était hyper important de lier les deux. Et en fait, début 2022, en faisant beaucoup de recherches, je suis tombée sur la loi AGEC,
qui est une loi qui a été mise en place au 1er janvier 2022 et qui interdit la destruction des articles neufs dans tous les secteurs et dans le secteur du sport en particulier, on parlait de 30 millions d'euros d'articles qui essaient incinérés chaque année. Et donc là, je me suis dit, donc ils n'avaient plus le droit de le faire. Donc, en gros, les marques et les distributeurs se retrouvaient avec ces stocks très importants. Alors après, il faut le savoir, ils n'ont pas envie de détruire. Ils ont quand même leur image de marque qui est très importante, etc. Donc je me suis dit, d'un côté, il y a un gisement. Il y a vraiment un gisement à sauver de la destruction. De l'autre côté, on a des personnes qui aimeraient travailler, mais qui ont besoin d'être accompagnées. Et ben en fait, je vais prendre les deux et je vais en faire. Mélanger. Voilà, je vais les mélanger et je vais créer Fairplay. Et donc là, OK, quand on a posé ce constat de « il y a des produits qui risquent d'être détruits », mais concrètement, on jette la caisse en l'air, on fait quoi ? Comment on construit ça ? Comment on y agrège des compétences ? Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé là ? Alors concrètement, la première chose que j'ai fait, c'est de confronter mon idée. Donc d'abord avec Coco Shaker. J'avais rencontré donc, Coco Shaker qui est un incubateur spécialisé dans l'économie sociale et solidaire sur Clermont-Ferrand. Alors qu'est-ce que c'est un incubateur ? Je peux peut-être le dire aussi. Bien sûr. En fait, c'est une structure qui accompagne les porteurs de projets, les créateurs d'entreprises, justement à structurer, à valider déjà si l'idée elle peut en tout cas être viable. Économiquement, voilà, viable. En tout cas d'un point de vue idée, concurrence, marché, etc. Est-ce que économiquement il y a un modèle ? Et l'idée, c'est que si c'est pas le cas, qu'on tue l'idée le plus rapidement possible. Bien sûr. Voilà. Donc, et vous, elle a continué à vivre ? Ben oui, contre mon attente au départ, je me suis dit, c'était un peu une idée un peu folle. Je pense qu'il y en a plein qui se sont dit, qui c'est cette petite blonde là qui veut changer le monde ? Et finalement, Coco Shaker m'a dit, effectivement, ça peut, en tout cas, c'est cohérent avec les tendances et en tout cas voilà les problématiques à régler. Ensuite, j'ai postulé au trophée du GCE, c'est là où on s'est rencontrés. Le groupement des créateurs d'entreprises du Puy-de-Dôme. Exactement, qui est aussi une super initiative parce que ça a permis aussi en fait devant un jury d'expliquer l'idée et le dossier est déjà quand même un petit peu conséquent et ça permet vraiment déjà de poser les choses. Donc là, j'ai eu un deuxième, entre guillemets, feu vert qui m'a confortée dans l'idée. Donc là, en fait, ça n'était qu'à l'état d'idée. Il n'y avait encore rien de mis en place, pas de statut, etc. Et en fait, le fait d'être dans un incubateur, donc là, j'ai fait la pré-incubation, c'était vraiment la première expérimentation. Ça m'a permis aussi d'obtenir, en fait, des financements et des subventions. Donc, j'ai obtenu le financement Startup & Go de BPI France, qui m'a permis en fait là de travailler sur l'aspect juridique et l'étude de marché. Et donc cette étude juridique m'a permis en fait de faire un peu le panel de tous les statuts juridiques qui pouvaient être adéquate, et celui qui est ressorti, qui correspondait en tout cas à ce que moi j'envisageais, c'était l'association loi 1901 à but non lucratif reconnu d'intérêt général. Donc là, ça a été un peu, ça a été chouette parce que au moins j'avais vraiment tout balayé. Et là, j'avais envie de continuer, j'avais envie d'être, parce que je pense que c'est très important de continuer à être accompagnée. Je me suis dit, là, j'ai beaucoup travaillé l'aspect social et j'avais besoin vraiment d'avoir une légitimité, en tout cas j'avais besoin de travailler la pérennité économique et du coup, j'ai postulé à un autre incubateur, celui de l'école de commerce, le Square Lab, en me disant, c'était un peu aussi un pied de nez en se disant est-ce qu'une association à but non lucratif peut rentrer dans le cadre d'une école de commerce. Et j'ai été acceptée et ça a été hyper intéressant parce que justement eux, ils ont dû un peu switcher en se disant c'est pas une entreprise traditionnelle, entre guillemets. Voilà, c'est pas une entreprise traditionnelle, mais à la fois, ça crée de la valeur, ça crée de l'emploi. Et moi, ça a permis aussi de m'entourer de professionnels et de montrer ma légitimité. Ça m'a permis aussi d'avoir des subventions du Crédit Agricole, de la fondation de l'école de commerce. Et en fait, très vite, on m'a dit il faut que tu fasses ce qu'on appelle
un POC, une proof of concept, une preuve, vraiment la preuve du concept. Et en fait, ça, c'était pas trop dans ma manière de réfléchir, mais en fait, il faut essayer le plus rapidement possible, avec le moins de moyens possible, de tester l'idée. Il fallait confronter, quoi. C'est ça. Il fallait confronter l'idée à la vraie vie, encore une fois, en y mettant tous les guillemets possibles. C'est ça. Et ça fait peur à la fois, parce que c'est quand même moi, c'était mon petit bébé. Je me suis dit, ouais, si tout le travail qui a été fait, finalement, il n'y a pas de clients et personne n'est au rendez-vous, ça va être un peu douloureux. Mais encore, il vaut mieux le faire avant plutôt que d'avoir mis plein de... Donc, en fait, on a déposé les statuts... Enfin, j'ai déposé les statuts en août 2022. En septembre, notre premier donateur, Sport 2000, en local, me faisait une première donation. Et en amont, comment vous les aviez rencontrés, ces gens-là? Parce OK, on arrive là, c'est merveilleux, ils vous donnent. Mais ça, c'est... Alors, est-ce qu'on peut le dire ou est-ce que c'est top secret? Non, alors pas du tout. On peut le dire parce que ça, c'est vrai que quand je le dis, des fois, on a l'impression qu'effectivement, c'est une espèce de petite baguette magique et que c'est facile. Mais en fait, ça a été très dur. Ça a été à la fois dur et un peu facile. Et facile parce que je le porte avec le cœur. Et je pense que ça a convaincu les gens. Mais c'est vrai que déjà, de convaincre le premier d'un projet qui n'existait pas... Il n'y a rien en France. Il n'y avait rien. Non, en France, ça n'existe pas. Il n'y avait pas de boutique. Il n'y avait pas... je crois qu'on avait à peine un petit logo qui avait été fait comme ça à la va-vite. Alors, le premier, ça a été... comme quoi le réseau est toujours hyper... c'est primordial, je dirais. Et en fait, c'est l'ami d'une copine à ma fille. Je vais chercher ma fille à un anniversaire, je discute avec sa maman, avec que je ne connais pas très très bien. Et puis, je sais pas pourquoi, je lui parle de fair play, de mon idée, tout ça. Et puis, elle me dit, écoute, moi j'ai un copain, Pierre-François Morin, il a plusieurs magasins Sport 2000, je vais lui parler de ton idée. Bon, je me dis, c'est très bien. Voilà, c'est super sympa de ta part. Elle me dit, je te promets rien. Je dis, non, évidemment, tu peux rien me promettre et tout. Bon, moi, j'ai un peu lâché. Je me suis dit. Et puis, elle m'a donné ses coordonnées. Elle m'a dit, écoute, appelle-le. Et donc, je l'ai appelé. Il m'a dit, on a l'habitude de faire des donations à d'autres organismes, etc. Moi, je suis OK pour vous soutenir. Vous passez à l'entrepôt et vous choisissez les produits que vous voulez. C'est facile au final. Oui, c'était en tout cas le premier, ça s'est fait comme ça. Et après, c'est beaucoup j'ai beaucoup travaillé sur LinkedIn. En fait, j'envoie beaucoup de demandes, je relance. J'ai été aidée d'ailleurs, accompagnée sur justement comment on fait de la prospection, parce que moi, je rappelle, je suis ingénieure, je suis pas du tout commerciale, je suis pas du tout commerçante. Et elle m'a dit, tant qu'on ne te dit pas stop, tu continues. Et a priori, ça marche parce que hier... Frédéric Morel du groupe Glitch Shop a dit quand Hélène m'a contactée via LinkedIn, ça respirait tellement la sincérité et l'engagement que en fait on pouvait pas dire non. Donc je pense que je pense que comme j'ai aussi ce projet vraiment à cœur et que j'y crois sincèrement, je pense que ça marche. On donne pas des produits à tout le monde. Hélène, on voit ce parcours de l'idée, vous êtes ingénieure, vous aviez envie de retrouver du sens et d'apporter cette dimension sociale et entrepreneuriale qui portait quand même, qui jalonnait votre vie. Et ce projet social couplé à une clause environnementale, elle va vous amener à tester, faire valider, confronter et puis créer Fairplay. Donc, vous nous avez expliqué également une première dotation faite par certaines marques que je vous ai laissé citer. Et à un moment, cette dotation, on en fait quoi? Alors, effectivement, on fait avec ce qu'on a. Donc moi, j'avais pas un garage, j'avais une grange. Donc on a fait une première vente Friends and Family chez moi dans ma grange à Marsat. Et du coup, là c'était vraiment, on a invité, comme son nom l'indique, un peu toutes les connaissances. Donc là, ça a été hyper intéressant parce que on a testé le positionnement prix, les produits, etc. Donc ça a bien fonctionné. On a tout de suite su qu'il y avait
une difficulté de comprendre est-ce que c'était du neuf ou est-ce que c'était de l'occasion, qui reste toujours une problématique chez Fairplay, parce que c'est un modèle qui n'a pas l'habitude, qui n'existe pas, donc les gens assimilent plus ça à de la seconde main. Donc là, on a validé vraiment le positionnement prix entre moins 40 et moins 60% par rapport au prix du neuf. Les articles sport et sportswear, lifestyle. Donc ça a été fait. Et en fait, j'avais postulé un autre concours qui est celui des entrepreneuses de Jaude. Et en fait, je suis arrivée dans les 3 finalistes. Et bon, ça arrive, je n'ai pas gagné cette fois-ci. Mais je suis allée à la remise des diplômes, enfin des prix, du prix. Et en fait, j'ai rencontré Julia Chenevoix, qui est la responsable marketing de Jaude. Et puis, elle me dit, Hélène, j'aime beaucoup le projet. Est-ce que vous êtes prête à le tester à Jaude ? Alors moi, donc je savais pas, moi j'avais pas d'enseigne, j'avais pas de personnel, j'avais juste des produits, mais c'était tout. Donc je lui dis oui, et bien évidemment. Mais bien sûr, mais nous n'attendions que ça. Je vais venir à Jaude, il y a pas de problème. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a discuté quelques temps après, parce que notre relation a perduré, et elle m'a dit en fait quand moi je t'ai fait la proposition, je n'avais pas le OK de ma direction, et je lui ai dit écoute, ça tombe bien parce que moi quand je t'ai dit OK, je ne savais pas du tout comment j'allais faire. Mais en tout cas, on a lancé le premier pop-up store au mois de novembre, en plus juste avant Noël, dans une boutique, dans la boutique Maison Jaude, donc mise à disposition par le Centre Jaude pendant 3 semaines, et on a fait à aujourd'hui notre record de chiffre d'affaires. Et là, vous étiez vraiment face au public que vous aviez fléché initialement, puisque c'était grand public. Complètement. Et qui était ce qui, j'imagine, pouvait enclencher derrière la démarche qui est la vôtre, de vouloir accompagner par l'insertion par l'emploi. Exactement, parce que vraiment l'idée c'était de voir si économiquement c'était viable pour derrière pouvoir soutenir l'emploi de personnes éloignées, de personnes en difficulté, quoi. Donc là on a fait 3 semaines avec une stagiaire, la boutique de 10h à 19h, et ça a été hyper instructif parce que j'ai appris énormément de choses sur le merchandising, les clients, comment les accueillir, qu'est-ce qu'ils attendaient, comment les écouter. Vraiment ça a été une source très intéressante. Et donc après ça, j'ai décidé effectivement de le créer tel que je l'avais imaginé. Donc j'ai déposé le dossier à la DETS, parce qu'en fait, pour faire de l'insertion par l'activité économique, il faut un agrément délivré par l'État. Donc je suis passée en commission pour expliquer le projet, sachant qu'aucune structure de l'insertion par l'activité économique ne le fait comme ça, en mettant des personnes directement face aux clients. Et la DETS a été hyper soutenante. Vraiment, ils ont vraiment apprécié le projet, le fait que justement, ça permette de prendre confiance. Alors là, on a été aussi confrontés à des difficultés, c'est-à-dire que pour avoir l'agrément, il nous fallait un local. Pour avoir un local, il nous fallait le prêt de la banque. Et le prêt de la banque, il nous fallait l'agrément. Donc, je me suis dit, comment on va sortir de ça ? Donc, finalement, c'est la banque qui a suivi la première. On a eu l'agrément dans la foulée. On n'avait pas encore trouvé le local, mais on a continué le partenariat avec Jaude, qui nous a proposé un autre local sur un bail dérogatoire à Jaude 2, donc là vraiment une surface de 120 mètres carrés. Donc là c'était vraiment chouette. On a commencé avec 4 personnes en insertion. Comment vous les avez choisis là ? Comment à un moment on arrive, quand on est dans cette démarche justement d'accompagnement social, presque sociétal, comment on arrive à faire un choix ? C'est difficile. Ouais. C'est difficile. Après, j'allais dire, comme dans toute entreprise, on fait passer des entretiens. Alors, la seule différence, c'est que nous, on ne juge jamais sur les compétences. On ne demande pas du tout à ce que les gens connaissent la vente ou les produits de sport ou quoi. En tout cas, on se base vraiment sur le savoir-être et l'envie, la motivation. Parce qu'en fait, on peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Et vous êtes rapproché d'associations. Comment avez-vous sourcé ? Alors en fait, ça c'est très bien organisé par tous les prescripteurs. En fait, on tout ce
tout ce qui est France Travail, Cap Emploi, les missions locales, le CIDFF, les forums des réfugiés, etc., en fait, font des prescriptions. Donc, en fait, les personnes postulent sur... en fait, toutes les structures de l'IAE mettent leurs offres d'emploi. Les gens postulent et ensuite, soit on fait des entretiens individuels, soit on fait beaucoup plus des entretiens collectifs, justement pour voir un peu dans l'environnement comment les gens se sentent. Est-ce que les horaires aussi de la boutique peuvent correspondre, parce que nous, on a quand même le travail le samedi avec des horaires qui peuvent aller jusqu'à 19h. Et surtout, ce qu'on essaye d'évaluer, c'est la motivation. Et alors, le prêt est en place, l'agrément est en place, le local est en place, des travaux, j'imagine? Alors, dans la première boutique, un petit peu. Enfin, là, vraiment, c'était de la débrouille. Mon mari, mes filles et des amis pour vraiment tout mettre en place, tout installer. Donc, on essaye toujours de faire à moindre frais. Et là, c'était vraiment chouette. Après, pas facile parce que dans l'insertion, en fait, toutes les démarches liées au retour à l'emploi se font sur le temps de travail. Donc, pour organiser les plannings, c'est pas facile. C'est pas facile vraiment d'expliquer un concept qui est en fait en tout début de gestation, à la fois avec une visibilité par rapport aux clients, aux marques, et à la fois une grande bienveillance et une souplesse vis-à-vis des salariés. Mais ça démarre. Et ça démarre plutôt bien. Là, les difficultés, ça a été plutôt RH, trouver vraiment un responsable de magasin qui connaisse le commerce, mais qui soit qui puisse encadrer l'insertion, mais à la fois pas bisounours non plus, parce que l'idée, c'est quand même d'être exigeant et bienveillant et de les ramener doucement vers l'emploi. Donc ça a été vraiment les périodes les plus difficiles, parce qu'en plus, vraiment toute petite équipe, donc dès qu'il y a des turbulences, ça a des impacts directs sur les salariés et sur l'activité. Et donc, Jaude devait être vraiment éphémère. Donc, entre-temps, j'ai cherché un autre local vraiment où, là, je voulais vraiment pouvoir avoir la totalité du concept avec la couture, la réparation, l'espace café, faire des conférences et des ateliers. Et là, c'est pareil, je suis repartie avec mon bâton de pèlerin pour expliquer que ce serait bien qu'on nous laisse un super endroit avec une belle visibilité commerciale pour être une association qui n'existe nulle part ailleurs, dirigée par une femme. Autant dire que c'était pas gagné. Et dans un concept qui n'existait pas non plus. Exactement. Avec pas non plus de résultats. On avait quelques mois de résultats, mais on n'avait pas une année de bilan. De bilan. Donc, on a essuyé plusieurs refus. Après, j'ai été très, très bien accompagnée par l'agent immobilier. Il a vraiment été super, et je pense qu'il a quand même aidé à convaincre le bailleur actuel. Et on a réussi à trouver un local qui était bien plus grand que ce que j'avais imaginé, puisqu'il fait 500 mètres carrés et on est quasiment à Aubière, ce qui, dans l'économie sociale et solidaire, ne s'est, je pense, jamais vu. Donc aujourd'hui, vous êtes installé... On est installé 222 boulevard Gustave Flaubert, juste à côté d'Animalis et en face de Saint-Maclou. On a une partie boutique qui fait à peu près 300 mètres carrés avec un espace réparation où on peut venir faire réparer tout ce qui est textile, enfin tout ce qu'on sait faire, on le fait, ou de la création. Maintenant, on a pas mal de gens qui font du camping, qui nous font faire des housses, voilà. Donc tout ce qu'on sait faire, on le fait. L'idée étant vraiment de prolonger aussi la durée de vie des articles. Et de s'insérer vraiment dans l'économie sociale et dans l'économie circulaire, je veux dire. Après, on a pour la femme, pour l'homme, pour l'enfant, tout ce qui est chaussures, textiles, un peu d'équipement et des accessoires. Et c'est aussi, on a un petit endroit café où les gens peuvent rester, boire un café, prendre un thé. On essaye au maximum de faire des événements. D'accueillir aussi des événements, parce que l'idée, c'est vraiment que ce soit un lieu qui vivent, qui bougent, etc. Donc, des associations, tout ce qui est en fait en lien avec le bien-être, le sport, l'entrepreneuriat et l'inclusion, tout le monde est le bienvenu. Et comment est-ce que le public a pris cette implantation et comment est-ce que justement cette pérennité dont vous nous parliez en préambule est en train de se mettre en place ?
Alors, comment ils l'ont pris? En fait, c'est difficile parce que, comme c'est un concept qui n'existe pas, il faut aller vers des codes, entre guillemets, que les gens peuvent comprendre. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas le comprendre, mais donc, ce qu'ils voient en façade, c'est une boutique avec des prix réduits, des beaux produits et un cadre agréable. Et après, on leur explique le concept. Donc, on a des gens qui viennent pour le prix et après, on a des gens qui viennent vraiment pour le cœur. Et qui viennent pour mes salariés parce que j'en ai qui sont vraiment... on a des clients qui restent 1h30, qui n'aiment pas faire du shopping. Mais donc ça, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent pour ça, pour cette ambiance, cette solidarité, cette diversité qu'on ressent quasiment quand on franchit la porte de la boutique. Eh bien, écoutez, j'espère que vous viendrez une nouvelle fois sur Logos FM nous raconter le développement de Fairplay, peut-être un développement régional, national, pourquoi pas. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. En tout cas, bravo. Bravo Hélène Estaria pour cette création, pour cette impulsion, cette innovation. Et puis, à très bientôt dans Entreprise et Passion sur Logos FM. Merci beaucoup pour votre accueil. Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.